Bonjour à tous. Je m'allons examiner une affaire terrible. Le 1er décembre 2022, le tribunal pénal de Mendoza attendait, retenant son souffle. L'atmosphère dans la salle d'audience était tendue, et aux alentours, une foule s'était rassemblée, attendant le verdict. Sur le banc des accusés se trouvait une femme de 32 ans, vêtue d'une robe noire, un collier de perles blanches autour du cou. Son visage ne montrait aucune émotion, et ses yeux brillaient d'une équanimité mêlée de retenue. Elle se préparait à entendre le jugement qui allait décider de son destin et marquer l'histoire. Tous dans la salle connaissaient cette femme depuis de nombreuses années, mais ils étaient désormais confrontés à un mystère difficile à comprendre. À l'extérieur, les pas du juge se faisaient entendre, semblables au battement d'un cœur résonnant dans le silence, présent dans chaque recoin. Tout le monde savait que ce qui se jouait ce jour-là n'était pas seulement le sort de cette femme, mais aussi la vérité longtemps restée dans l'ombre. Je m'appelle Elias Monclerc. Vous regardez la chaîne Les Ombres du Crime. Merci de regarder mon contenu. Je serai ravie de votre abonnement et like. Bon visionnage. Derrière cette femme, il y avait toute une histoire, aussi mystérieuse qu'elle-même. La vérité de ce crime réel se cachait dans les détails, et le procès représentait un défi pour tous les protagonistes. Manado est une petite ville nichée entre montagnes et vallées dans la province argentine de Mendoza. C'est un endroit où la nature dévoile ses plus belles couleurs en automne. Les rues sont parsemées de feuilles dorées et les sommets se teintent de nuances orangées et rouges. Les habitants de Manado se connaissent bien. Chacun peut raconter la biographie de ses voisins. Ici, on partage joie et peine, on se soutient dans les moments difficiles et on célèbre ensemble les événements importants. Dans ce lieu isolé, entre montagnes et vallées, Rolando Ang, Angela Quino et Karen O ont commencé une histoire d'amour qui allait bouleverser Manado et toute l'Argentine. Quand les rues de la ville, entourées des couleurs dorées de l'automne, semblaient figées dans l'attente d'un événement longtemps espéré, les destins de ces deux jeunes gens se sont entremêlés. Rolando Angelino, un homme au magnétisme certain, ne pouvait ignorer le regard captivant de Karen O. Elle était une femme au feu dans les yeux, passionnée par la vie, débordante d'énergie, qui conquit immédiatement son cœur. Les deux jeunes partageaient des intérêts et des rêves similaires. Leur détermination et leur soif d'entreprendre les inspiraient mutuellement. Leur rencontre fut un hasard qui leur offrit une chance de bonheur véritable. Enfin, ils trouvèrent dans cette relation ce qu'ils cherchaient depuis longtemps chez les autres. En 2016, les amoureux commencèrent à vivre ensemble et ouvrirent leur propre commerce, un entrepôt situé dans la maison qu'ils habitaient. Karen avait toujours un œil particulier pour les détails. Elle créa avec soin une enseigne sur une des fenêtres pour le service client. À côté, des listes des articles en vente. C'était leur petit coin, dont ils étaient légitimement fiers. Les habitants de Manado observaient ce couple heureux et déterminé avec intérêt et respect. Tout le monde se demandait qui étaient ces jeunes et comment ils avaient réussi autant. Beaucoup connaissaient Karen depuis l'enfance, mais Rolando restait un mystère. Personne ne savait rien de son passé, si ce n'est qu'il venait de Bolivie. Rolando ne se contentait pas de gérer l'entreprise avec Karen. Il travaillait aussi au marché de Galin, où se tenaient des ventes en gros de fruits. À les voir, on aurait dit qu'ils avaient trouvé leur petit paradis sur terre. Pourtant, même les relations les plus solides peuvent être mises à l'épreuve. Un jour, Rolando fut bouleversé en surprenant Karen dans une voiture avec un autre homme. Sa réaction fut immédiate, presque explosive. En un instant, il faillit tout détruire à l'intérieur du véhicule. Leur image de bonheur s'effondra en quelques minutes. Mais ensuite, Rolando choisit de donner une chance à leur histoire, décidant de pardonner et d'aller de l'avant avec celle qu'il aimait. Aux yeux des autres, ils restaient un couple modèle, capable de surmonter toutes les difficultés ensemble. Rolando Angela Quino est une figure énigmatique, née en 1987 en Bolivie. Sa date exacte d'arrivée en Argentine demeure inconnue, tout comme plusieurs aspects de sa vie. Aîné de 7 enfants, il a appris très tôt la valeur des liens familiaux et du travail acharné. Son idéal était une famille heureuse, remplie de joie et de rires d'enfants. Dans sa jeunesse, il rencontra Carolina Chavez, avec qui il eut un fils. Malgré les difficultés, ils restèrent en bons termes. Plus tard, une autre femme, Soledad Guardio, lui donna un autre fils, Elias. Les relations avec Soledad ne fonctionnèrent pas non plus. Pourtant, Rolando fut toujours un père dévoué, prenant soin de ses enfants. Il gardait le contact et entretenait des relations chaleureuses avec les mères de ses enfants. Dès son plus jeune âge,
Rolando prenait soin de sa santé, pratiquant le sport et jouant au football pour l'équipe locale. Ses collègues et proches le décrivaient comme un homme gentil et très travailleur. Ses voisins s'entendaient bien avec lui. Mais Rolando se distinguait toujours par son charisme dans les relations sociales. Karen est née le 30 mars 1990 et a passé son enfance et sa jeunesse à Manado, dans la même maison où elle et Rolando établirent plus tard leur entrepôt. Elle était bien connue des habitants comme une femme extravertie et ouverte d'esprit. Comme Rolando, Karen rêvait d'une famille heureuse et réussie, avec un homme attentionné et aimant. Cependant, il lui fallut du temps pour trouver l'homme avec qui elle pourrait construire son bonheur. Avant de rencontrer Rolando, Karen avait déjà tenté de créer une relation heureuse, qui donna naissance à 2 merveilleuses filles. Un de ses anciens partenaires, Ruloa, devint le père de l'une d'elles, et Karen l'épousa en 2013. Mais avec le temps, ce mariage faillit se briser. Selon Ruloa, des difficultés financières furent l'une des causes des conflits. Inquiet pour sa vie et en quête de nouvelles opportunités, Ruloa décida de quitter sa famille, prétextant l'achat d'un objet nécessaire. Il quitta la ville et voyagea à l'étranger, changeant de bus pour compliquer toute tentative de le localiser, cherchant ainsi à échapper à toute recherche. À l'été 2019, le garçon Elias, âgé de 9 ans, arriva chez Rolando et Karen. Ils avaient de nombreux projets pour l'avenir proche, qu'ils souhaitaient partager. Cependant, le matin du 12 juillet 2019, alors que Rolando venait souhaiter une bonne journée à son fils avant de partir au travail, il remarqua que l'enfant ne se sentait pas bien. Le père décida immédiatement d'emmener son fils à l'hôpital pour enfants, consulter un pédiatre. Après examen, il apparut que l'état d'Elias était critique. Il fut immédiatement transféré en soins intensifs. Malgré les efforts des médecins, le petit Elias décéda peu de temps après son admission. Ce qui était surprenant, c'est qu'il était parti de chez lui en parfaite santé, sans aucun symptôme inhabituel, et était arrivé chez son père également en bonne santé. Le rapport médical fut dévastateur. Elias était mort d'un empoisonnement de 3e degré, provoquant une défaillance multiple des organes et une thrombose cérébrale. Ces conclusions laissèrent les parents d'Elias dans une complète incompréhension, car leur fils semblait être en pleine forme avant de succomber soudainement à cette maladie incompréhensible. Conformément à leurs devoirs professionnels, les médecins insistèrent pour réaliser un examen médico-légal complémentaire. Cependant, la mère et la grand-mère d'Elias. Stupéfaites par cette perte, la mère et la grand-mère d'Elias refusèrent la procédure d'examen complémentaire proposée par les médecins. Karen suggéra de procéder à la crémation du corps du garçon, mais la mère d'Elias refusa également, préférant enterrer son fils dans un cimetière privé afin de pouvoir venir déposer des fleurs sur sa tombe. La mort d'Elias fut un coup terrible qui brisa le cœur de Rolando. Il était anéanti par la perte soudaine de son plus jeune fils. Karen, attentionnée et aimante, ne le quitta pas un instant. Elle s'occupa de toutes les démarches, soutint son compagnon avec soin et l'aida à surmonter sa douleur et son chagrin. Avec le temps, grâce à la chaleur et au soutien de la femme qu'il aimait, la souffrance commença à s'atténuer. 16 mois après cette tragédie, Rolando décida de franchir une étape importante et demanda Karen en mariage. Ils se marièrent et l'homme était convaincu que cette femme serait toujours à ses côtés. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Le 6 février 2022, Karen rentra chez elle après une séance au salon de beauté et une séance de sport à la salle de gym. Elle remarqua que Rolando commençait à avoir de sérieux problèmes de santé. Le lendemain, le 7 février, elle trouva une ambulance devant leur domicile. Rolando, âgé de 35 ans, se sentit soudain très mal. Après avoir vomi abondamment, il s'effondra dans le salon. La gouvernante appela immédiatement les secours. Les médecins permirent à Karen d'approcher son mari quand Rolando fut transporté à la clinique Santa Maria. Son état était critique. Malgré les efforts du personnel médical, le jeune homme décéda le 9 février. La cause de sa mort fut un empoisonnement sévère. Étant donné que Rolando était en bonne santé et pratiquait du sport, les médecins commencèrent à poser des questions à sa femme. Karen confirma que Rolando prenait un médicament pour éliminer des taches foncées sur sa peau. Pour les spécialistes, cette information était très suspecte. Les analyses révélèrent une concentration importante de cristaux d'oxalate de calcium dans le corps de Rolando, un signe caractéristique d'un empoisonnement à l'éthylène glycol, principal composant de l'antigel automobile. L'enquête sur cette mort étrange et inattendue devint une priorité pour les autorités. Le parquet enquêtait activement dans le quartier où vivait le couple Aquino.
Les voisins devinrent des témoins importants. Ils rapportèrent que Karen avait à plusieurs reprises donné à son mari un médicament inconnu. Ils savaient qu'elle utilisait ces médicaments pour pouvoir sortir à des fêtes sans son mari. Cependant, les voisins exprimèrent aussi des doutes concernant ce qui était arrivé au fils de Rolando, ce qui amena les enquêteurs à envisager l'hypothèse que Karen aurait voulu simplement endormir temporairement son mari, sans intention de lui ôter la vie. Mais les conclusions des experts en criminalistique écartèrent totalement cette hypothèse. Plusieurs demandes d'examen complémentaires furent faites, et Karen, la veuve, fut longuement interrogée. De nombreuses contradictions apparurent lors de son audition. Les enquêteurs lui demandèrent de nommer la substance qu'elle aurait administrée à son mari avant sa mort. La femme affirma qu'il ne s'agissait que d'un remède pour les taches cutanées, administré par perfusion. Mais lorsqu'on lui demanda de fournir un flacon du médicament, Karen répondit que la gouvernante l'avait déjà jeté. Un nouvel entretien fut alors mené avec la gouvernante, Claudia Cortez, qui démentit la version de Karen concernant le flacon jeté. Elle raconta aussi avoir surpris une conversation entre le couple où Rolando exprimait son mécontentement à propos du médicament qu'il recevait. Karen fut placée en garde à vue durant l'enquête et son téléphone portable fut saisi. La famille, les amis et les coéquipiers de Rolando furent bouleversés par la nouvelle de sa mort. Pour les visiteurs de l'entrepôt du couple Aquino et les habitants du quartier, ce fut également un choc. Personne ne comprenait ce qui s'était passé, ni pourquoi le père de famille avait quitté ce monde si brusquement. L'ex-mari de Karen fut très surpris lorsque les rumeurs d'un empoisonnement volontaire commencèrent à circuler. Il affirma que son ex-épouse avait toujours été affectueuse et jamais violente avec lui. L'analyse du téléphone de la suspecte révéla que Karen avait cherché sur Internet des informations sur les poisons les plus mortels et comment effacer son historique de recherche. De plus, 2 commandes d'éthylène glycol passées en ligne furent découvertes. L'Agence des substances toxiques ainsi que les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis confirmèrent qu'il s'agit d'une substance synthétique absorbant l'eau, utilisée dans la fabrication d'antigel. Ce produit est inodore, a un goût sucré et est extrêmement dangereux pour l'humain. Avec les résultats préliminaires de l'expertise médico-légale et toutes les informations recueillies, le parquet accusa Karen d'avoir intentionnellement empoisonné Rolando avec une substance toxique diluée dans du jus d'orange. La consommation de cette boisson provoqua une dégradation grave de la santé de Rolando, entraînant son décès. Cette série d'événements étranges et tragiques dans la famille Aquino força les autorités à prendre des mesures drastiques. À la mi-février, avec des preuves suffisantes contre Karen, une accusation de meurtre aggravé fut déposée. Parallèlement, des soupçons apparurent concernant la cause de la mort d'Elias, 9 ans, déclenchant une nouvelle enquête. Le parquet décida de mener une investigation approfondie sur les antécédents médicaux du garçon. La mère affirma qu'Elias était en parfaite santé et actif, mais qu'il avait soudainement plongé dans le coma chez son père, sans jamais s'en relever. Le certificat de décès indiquait une défaillance des systèmes internes et une thrombose cérébrale comme cause. Cependant, les enquêteurs doutaient fortement qu'un enfant de 9 ans puisse mourir de telle cause, surtout en bonne santé. Le parquet demanda des informations sur d'éventuels achats d'éthylène glycol et reçut la confirmation que Karen avait acheté ce poison le 2 juillet 2019, peu avant que le garçon n'arrive chez les Aquino. Les proches d'Elias confirmèrent aussi que Karen avait insisté pour la crémation du corps, mais que la mère biologique avait rejeté cette idée, préférant enterrer son fils. Les preuves rassemblées furent suffisantes pour que la procureure Claudia Rios dépose, le 4 mars, de nouvelles accusations de meurtre aggravé contre Karen, liées à l'empoisonnement d'Elias. Le 14 mars, un juge ordonna la détention provisoire de la femme, qui tenta de faire appel, mais sa requête fut rejetée. Le magistrat confirma qu'elle devait rester en prison jusqu'au début du procès. Celui-ci débuta 10 mois plus tard, marquant une étape importante dans la résolution de cette affaire complexe et sombre. Le procès tant attendu s'ouvrit au tribunal pénal de Mendoza, attirant l'attention du public et des médias. Le 28 novembre 2022 marqua le début du procès national de Karen. 2 chefs d'accusation étaient en cours. Le premier, mené par le procureur Fernando Guto, concernait le meurtre d'Elias, et le second, sous la direction de Claudia Rios, portait sur le meurtre de Rolando. Au début du procès, Javier Aquino, le fils aîné de Rolando, âgé de 15 ans, se présenta comme partie civile.
Soutenu par l'avocate du parquet, le procureur Goutot soutint que Karen avait tué d'abord Elias, puis son père, en leur administrant de l'éthylène glycol mélangé à du jus d'orange, causant leur empoisonnement grave et leur mort. Les avocats de la défense cherchèrent à réfuter ces accusations. Ils avancèrent que Rolando avait eu un comportement difficile et parfois agressif envers leur cliente, et qu'aucune preuve crédible ne soutenait les allégations. La défense insista également sur le fait que Karen n'avait aucun motif pour commettre ces meurtres. Pourquoi aurait-elle tué Elias ? Évidemment, le petit garçon ne pouvait représenter une menace. L'avocat de Karen souligna que les maisons, les voitures et les affaires appartenaient uniquement à elle. Son avocat a également souligné qu'elle n'avait effectué aucun achat via son téléphone. Pourquoi aurait-elle alors recherché sur Internet des informations sur des poisons, alors qu'elle aurait déjà utilisé de l'éthylène glycol pour empoisonner Elias, comme l'affirmait le procureur ? L'avocat a insisté sur le fait que, bien que les actes ayant conduit à la mort du père et du fils soient odieux, cela ne justifie pas de poursuivre une personne tant que sa culpabilité n'est pas pleinement établie. La défense a tenté d'instiller le doute parmi les jurés, affirmant que les accusations portées contre Karen étaient infondées. Karen a affirmé que l'achat d'antigel pouvait avoir été effectué par son partenaire, qui aurait pu pirater son compte. Elle a aussi assuré disposer d'un alibi pour le moment où son mari a été empoisonné, le 6 février. À ce moment-là, Karen n'était pas à la maison lorsque son mari a commencé à présenter des troubles de santé. La prévenue, surnommée par les médias l'empoisonneuse de G.U. Malon, a eu la possibilité de s'exprimer après la première phase du procès. Le juge Diego Liberti lui a permis de parler, et Karen a défendu avec passion son innocence. Elle a expliqué combien il lui était douloureux d'être accusée d'un crime aussi horrible, surtout en tant que mère de 2 jeunes filles. L'audience a repris avec le témoignage de plusieurs témoins qui ont révélé de nouveaux éléments. Le procureur Guzzo a interrogé Karen sur des points clés, notamment sur une éventuelle suggestion de sa part concernant la crémation de son fils Rolando. Karen a répondu avec fermeté que cette décision ne lui appartenait pas et qu'elle n'avait jamais proposé une telle chose. Parmi les témoins, plusieurs membres de la famille des défunts ont apporté des éclaircissements. Soledad, la mère d'Elias, a raconté que, après la mort de son fils, Rolando lui avait rapporté des paroles de Karen qui auraient suggéré de crématiser le corps d'Elias pour que les 2 familles puissent garder ses cendres. Soledad avait refusé cette proposition. Elle a aussi évoqué une rencontre avec Rolando au cimetière où elle avait entendu parler de la jalousie de Karen. Selon elle, Karen dormait même dans un lit séparé car la relation entre Rolando et Karen était si tendue que le couple ne partageait plus la même chambre. Un autre témoin, Carolina, la mère du premier enfant de Rolando, a confirmé que selon son ex-mari, le couple dormait séparément. Cependant, Carolina n'avait eu aucun contact avec Karen avant l'incident. Le matin du 8 février, Karen avait contacté Carolina pour lui annoncer que Rolando était malade et hospitalisé. Elle lui avait dit que son mari avait probablement pris un médicament et se sentait mal. Karen lui avait aussi demandé de l'aider à déverrouiller le téléphone portable de son mari, suspectant une liaison. Carolina avait été choquée d'apprendre l'état de santé de Rolando, car il s'était vu quelques jours plus tôt et il semblait en pleine forme. Elle a raconté que, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, Karen était déjà présente et était allée voir les médecins. Carolina n'avait pas été autorisée à entrer et avait dû attendre à l'extérieur. Plus tard, en partant, Karen lui avait dit que personne d'autre n'était là et que tout le monde était parti. Cela avait éveillé ses soupçons et elle avait demandé des explications aux médecins. Ceux-ci lui avaient annoncé que le patient avait perdu connaissance et ne répondait plus au traitement. Carolina s'était ensuite plainte auprès de la secrétaire de l'hôpital. Après avoir discuté avec Karen, elle avait appris que Rolando avait pris un médicament pour des problèmes de peau, ce qui avait provoqué une réaction allergique. Selon elle, la bouteille du médicament n'existait plus, car elle avait été jetée par la femme de ménage. Tous ces détails ajoutaient à la complexité et au mystère de cette affaire. Le procès a continué avec la présentation des témoignages de médecins et d'experts devant le jury. Ils ont exposé les preuves médico-légales ainsi que les résultats d'un examen psychologique. Ces éléments ont permis de mettre en lumière des détails jusque-là ignorés. La docteure Ivana Marinelli, pédiatre à l'hôpital, a décrit la prise en charge d'Elias en juillet 2019, lorsque le garçon avait été hospitalisé.
Elle a expliqué qu'Elias avait été amené avec de graves difficultés respiratoires et avait dû être intubé en urgence. Un scanner avait révélé une thrombose cérébrale profonde. Elias avait reçu des soins intensifs. La docteure a confirmé que les symptômes d'Elias correspondaient à un empoisonnement à l'éthylène glycol. Parmi ces symptômes figuraient une altération de la conscience, une agitation, puis un coma, accompagné de troubles de la coagulation sanguine. Malgré les efforts des médecins, l'état du garçon s'est aggravé. Le 12 juillet, vers 17 heures, il a subi un arrêt cardiaque et respiratoire. Les médecins ont tenté de le réanimer pendant 50 minutes en présence de son père, mais tous leurs efforts ont été vains. Elias a été déclaré décédé à 18 heures. Le jury a également pris connaissance des résultats de l'examen psychologique de Karen, réalisé à la demande de l'accusation. Dans leurs conclusions, les experts ont souligné que Karen avait menti et dissimulé la vérité. Elle était présentée comme une personne cherchant à donner l'image d'une personne respectable, mais en réalité, elle était décrite comme froide et cruelle. Les experts ont également noté que cet examen psychologique avait été effectué immédiatement après la mort du mari de Karen, mais n'avait révélé aucune réaction émotionnelle liée à cette perte. Cela a suscité des doutes quant à la sincérité de Karen, la qualifiant de femme froide, insensible et centrée sur elle-même. Les examinateurs ont trouvé des signes d'hostilité latente et de réaction impulsive dans son comportement. Enfin, le procureur Gouzeau a exprimé des doutes sur le fait que Karen ait été victime de violences basées sur le genre, contrairement à ce qu'elle avait déclaré lors de son témoignage. Toutes ces informations ont permis de dresser le véritable profil psychologique de l'accusé. Après de longues semaines d'attente tendue et d'audience sans relâche, le procès touchait à sa fin. La salle d'audience était pleine, les regards fixés avec tension sur le jury et le juge, attendant la décision qui apporterait justice à cette affaire complexe et tragique. Le procureur, dans sa plaidoirie pour la condamnation de Karen, a assuré au jury que toutes les preuves recueillies indiquaient clairement qu'elle avait planifié et commis les 2 meurtres. Elle avait acheté de l'éthylène glycol, éliminé soigneusement les emballages et déguisé la substance en jus ordinaire. Karen avait regardé ses proches mourir sans leur venir en aide dans leurs moments de souffrance. Le procureur Claudia Rios, en charge de l'affaire du meurtre de Rolando, a présenté au tribunal un reçu d'achat d'éthylène glycol réglé depuis le compte bancaire de Karen. L'accusation et la partie civile ont insisté pour que le jury rende un verdict unanime, affirmant que c'était la seule manière d'obtenir justice dans cette affaire. Ils ont demandé que Karen soit reconnue coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. De son côté, la défense a soutenu que les preuves étaient insuffisantes pour établir pleinement la culpabilité de son cliente. L'avocat a argumenté qu'une personne peut être bonne ou mauvaise, mais que cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ait commis un crime. Pour eux, la mort de Rolando et de son fils était une tragédie incroyable et un événement triste. Cependant, malgré les arguments de la défense, Karen figure désormais sur la liste des criminels argentins ayant empoisonné leurs victimes. Après un long silence et une attente tendue, le jury a rendu son verdict. À l'unanimité, Karen a été reconnue coupable du meurtre d'Elias, commis avec une cruauté particulière. Elle a également été déclarée coupable de la mort aggravée de Rolando par un procédé insidieux. Debout, vêtue de noir avec un collier de perles blanches autour du cou, Karen a écouté le verdict sans montrer d'émotion apparente. Le jury avait prononcé un verdict de culpabilité. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Karen, la femme sur le banc des accusés, avait tenté d'échapper à la punition pour ces meurtres perfides qui avaient bouleversé la société et laissé de nombreuses questions sans réponse. Son projet de crémation des corps des victimes semblait être sa dernière tentative pour éviter la sanction méritée. Pourtant, malgré ces stratagèmes, le tribunal et le jury sont restés fermes et ont rendu un verdict juste. Alors, pourquoi Karen a-t-elle tué ses proches ? Cela reste un mystère. Elle avait tout pour être heureuse. Peut-être que le mobile se cache au plus profond de son âme, dans la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil. Karen a refusé d'admettre sa culpabilité, c'est pourquoi les raisons de ce crime terrible restent obscures. Elle devra désormais purger de longues années derrière les barreaux, méditant sur les forces obscures qui ont pu la détruire elle-même et son entourage.
Cette histoire nous rappelle que même les relations les plus proches peuvent cacher des secrets et des mystères terribles, et que le véritable amour et la loyauté doivent toujours primer. Vous avez regardé la chaîne Les Ombres du crime. Merci d'avoir regardé et bonne journée.